bonsoir à tous et bienvenue pour cette rentrée judiciaire à jour de grève et de manifestation. Et nous saluons tous ceux qui ont aujourd'hui, nos cabinets notamment, participé à ce mouvement de contestation contre la réforme. Vous étiez aussi, parfait. Merci. Alors, les magistrats également nous ont rejoints, donc c'est formidable. Voilà. Donc on est très heureux aujourd'hui, d'avoir donné pousser un coup de gueule dans la rue et deux, de pouvoir débattre ce soir à l'origine des livres, on va en parler bien évidemment, et peut-être dire quelques mots quand même sur ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui est porté comme voix dans la rue. J'ai le grand plaisir pour cette audition contradictoire de rentrée d'accueillir trois invités pour deux livres. Trois invités, Laura Heinisch, Camille Aéry et Serge Portelli. Je vais réexpliquer leur biographie si vous ne les connaissez pas dans quelques instants et quelques détails sur leurs livres. Juste vous rappeler que vous êtes ici au musée du barreau de Paris, dans un immeuble ou un hôtel particulier, c'est l'hôtel de la Porte, pardon, qui est propriété de l'ordre des avocats. On ne devrait pas dire ça quand on manifeste pour garder une retraite et de dire après qu'on a un très bel hôtel particulier. C'est une acquisition légitime. C'est une acquisition légitime. Un travail collectif. C'est une acquisition légitime, magnifique. Cet hôtel particulier surtout est un monument historique classé à l'inventaire supplémentaire. C'est le deuxième plus ancien à avoir été classé dans l'histoire de ce registre. Et contrairement à ce que disait un de nos bâtonniers passés, pour qui nous avons toujours beaucoup d'affection, cet endroit n'a jamais été une ancienne prison, mais était la propriété du plus gros poissonnier des Halles au XVIIe siècle, ce qui montre que des professions se portent mieux que les avocats, et ce depuis toujours. Il y a dans ce musée, enfin autour de vous, dans cette salle, les collections permanentes du musée du barreau qui vous permettent de comprendre un peu l'histoire de la justice, qui est de l'histoire de France, de l'affaire du procès de Marie-Antoinette et de Louis XVI, en passant par celui de Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, les archives extraordinaires de J'accuse, du procès fait à Zola, les archives de l'affaire Dreyfus. Nous avons un fonds exceptionnel et nous organisons au mois d'octobre une grande exposition sur de J'accuse J'accuse Zola Dreyfus, qui nous semble importante en cette année, toujours importante, et encore plus quand l'antisémitisme fait mine de regagner du terrain. D'autres choses, alors vous me direz, puisque je suis sur le sujet, nous avons les archives de Maurice Papon, son procès surtout, mais donné par les différents avocats, y compris évidemment ceux qui étaient du côté des parties civiles, et puis derrière aussi les archives du procès de Pétain, mais également un hommage aux avocats qui ont été déportés et radiés du barreau par décision de ce barreau, et des lettres très émouvantes envoyées depuis les camps de concentration et les camps de la mort par Lucien Vidal-Naquet, par nos confrères Campinki, par des avocats extrêmement émouvants. Vous pourrez, je vous invite tout à l'heure quand même à regarder quelques-uns de ces documents et à avoir, non pas une pensée, parce que je ne crois pas à l'au-delà, mais en tout cas un moment d'émotion partagé. Ce soir, pardon, mes invités sont bien vivants, ils vont bien, ils ont manifesté aujourd'hui, ce qui veut dire toujours un signe de bonne santé physique. J'ai même vu dans ma biographie que j'étais un magistrat contemporain, ce qui m'a fait super plaisir. Oui, contemporain, oui. Ici, nous avons quelques magistrats, on va dire en buste, et quelques avocats en buste, donc on est toujours content d'avoir des gens en chair et en os, et non pas uniquement des figures qui ont été dessinées ou sculptées par Houdon, parce que tous les bâtonniers se sont fait sculpter par Houdon, ce qui nous vaut une collection formidable de très beaux bustes. Mes trois invités sont, allez, je vais les prendre dans l'ordre géographique cette fois, Camille Aéry, qui aujourd'hui est associée du cabinet alors on dit Emmanuel Queen, hein. Queen Emmanuel, mais qui a surtout dans d'autres temps été secrétaire de la conférence, qui est évidemment avocat, qui a été au conseil de l'ordre à côté de moi, ou moi à côté de lui, avec de grandes tentatives pour déstabiliser la concentration de Camille sur les problèmes de la profession, et moi parfois occupé à d'autres choses pendant les séances du conseil, mais il a tenu bon, et ça lui a valu cette ténacité de nous livrer plusieurs réflexions importantes sur la justice et le statut des avocats. Dans ces faits d'armes, il y a notamment en octobre 2016 ce rapport dont il a été chargé par Jean-Jacques Curvoas, rapport de 130 pages et 50 propositions sur l'avenir de la profession d'avocat.
Si tu veux compléter cette géographie, je peux, mais elle est déjà, assez beaucoup trop, parfait. on peut en connaître. Laura Heinisch, à mes côtés et entre nous deux, qui nous séparent, qui est évidemment avocate aussi, qui est également secrétaire de la conférence, enfin ancien secrétaire de la conférence, ancien premier secrétaire, ce qui est encore plus chic, Camille, hein, que simple secrétaire, et puis qui est auteur aussi, et pas uniquement de rapports, elle fait des vrais livres, des vrais écrits, et elle a notamment publié Porter leur voix chez Fayard, un récit qui donne la parole à la défense et puis explique ou ausculte l'appareil judiciaire. Puis elle a contribué à un certain nombre d'ouvrages et puis elle écrit dans la presse, donc on est très content d'avoir Laura Heinisch, une consoeur complète, dans le très bon sens du terme, à nos côtés. Tous les deux, vous êtes là parce que vous êtes fait participer, il faut le montrer à la caméra, et à nos amis ici, mais accessoirement à la caméra. Vous avez participé, vous avez préfacé, vous faites partie des préfaciers prestigieux de Paroles de palais de justice, les meilleures citations d'avocats et de magistrats. Je ne suis pas sûr que le titre soit très bon, sur meilleure citation, parce que c'est un livre sur la justice, en réalité, qui part de citations, mais on dirait que ça a fait un recueil de blagues, alors que pour moi c'est un livre, un très bon livre. Voilà, et non pas un carambar vendu en librairie. Voilà, vous êtes tous les deux des copréfaciers et je vous ai choisi dans le casting de la dizaine de personnalités qui ont encadré cet ouvrage pour voilà, porter leur voix cette fois-ci ce soir et nous parler un peu de l'avocature, de la justice, de notre institution judiciaire plutôt. Je ne dis jamais la justice, je suis toujours prudent. Avec notamment Serge Portelli, qu'on est très fiers de recevoir pour la première fois dans ce musée. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions alors qu'il a publié quand même un certain nombre de livres, qui sont toujours les prétextes pour une invitation. Serge Portelli, c'est surtout le magistrat. Alors, à la retraite, je crois, depuis peu de temps, en tout cas magistrat honoraire, ou je ne sais pas quel est le bon titre, mais je trouve très intéressant qu'il ait manifesté aujourd'hui pour la retraite des avocats. Ce qui veut dire peut-être qu'il y a une reconversion professionnelle, une passerelle, voilà. Oui, je lui arrache des confidences sur la bouche. Et Serge Portelli est surtout connu pour son engagement d'abord comme magistrat, comme grand magistrat. Vous avez, on va dire, terminé votre carrière comme président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez été membre, ou vous êtes membre, j'en sais rien si on peut le rester ensuite, du syndicat de la magistrature, ce qui permet de dire d'où on parle, en tout cas dans quelle famille on parle. L'administrateur surtout d'une association dont je suis membre et qui nous est très chère ici, qui est l'Observatoire international des prisons, l'OIP, et nous saluons toujours le travail de Delphine Bezel, remarquable à la tête notamment, et puis tous ceux qui ont aussi présidé l'OIP. Et vous êtes surtout un magistrat qui réfléchit et qui écrit. Tiens, pardon pour la plaisanterie sur les autres magistrats qui ne réfléchiraient pas, mais qui surtout prend la plume. Et prend la plume d'abord parce que aussi vous avez été conseiller à un moment ministériel aussi sur, je n'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, hein, je vous laisse votre soupir, voilà, sur des questions de justice. Vous avez surtout publié un certain nombre de livres qui moi m'intéressent, m'ont intéressé, sont dans ma bibliothèque, en vrac. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les livres contre Sarkozy, ça c'est à titre personnel. Le conservateur de musée qui est tenu à la neutralité, y compris sur YouTube, va citer plutôt Le droit des victimes avec le docteur Gérard Lopez et Sophie Clément chez Dalloz, qui ne mangent pas de pain par rapport à des charges contre Sarkozy, L'interrogatoire, Pourquoi la torture, voilà, ça c'est un livre important, Juger, La vie après la peine, encore la torture, l'homoparentalité, autre sujet important, les droits des victimes, et puis là vous sortez un très bon livre chez un excellent éditeur. J'insiste beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle une petite maison d'édition, mais une excellente maison d'édition en réalité, les éditions du Sonneur. Et vous avez, le Sonneur c'est un crapaud d'Asie du Sud-Est, un gros crapaud, donc il fait beaucoup de bruit malgré la petite taille, ou la grosse taille plutôt, qu'on lui prête. C'est pour ça qu'on trouve un crapaud sur le... On trouve un crapaud dessus, voilà. Chacun son truc, Cédric Villani a une araignée, vous avez un crapaud. Et ce livre s'appelle « Qui suis-je pour juger l'autre ?» Ce qui est une question à la fois existentielle, philosophique, judiciaire, qui prolonge les conversations, enfin les livres que j'ai lus de vous avant, qui déjà s'interrogent sur la légitimité, juger, pourquoi, comment, dans quelle fin. Je vous laisse peut-être prendre la parole et compléter cette question en forme de présentation. Oh, très très vite, alors simplement pour compléter et pour avancer un petit peu, je serai avocat dans 10 jours
Voilà, donc, je prête serment le 25. C'est pas pour ça que j'étais d'ailleurs à la manifestation. J'y aurais été en tant que magistrat, parce que vos raisons sont excellentes et je les partage. Mais là, j'avais une raison supplémentaire d'y être. Parfait. Donc, chers futurs confrères, et au moment où ces paroles seront diffusées, vous serez déjà au barreau, donc voilà, nous sommes ravis. C'est un chemin que font un certain nombre de magistrats, et moi que je trouve toujours intéressant d'avoir des hommes d'Europe capables de passer de l'autre côté du pont et d'apporter une richesse et une expérience complémentaires aux avocats que nous sommes. Moi, mes patronnes, quand j'ai débuté dans un cabinet, elles sont toutes devenues juges, donc chacun sa croisée. Camille Aéry et Laure pour peut-être compléter cette présentation, qui eux sont toujours avocats jusqu'à nouvel ordre. Donc, jusqu'au bout des ongles, ouais, nous sommes avocats que j'espère encore très très longtemps. Enfin, Camille a d'ailleurs des volontés de se battre pour la profession et de la préserver. Alors effectivement, on voit beaucoup de femmes qui quittent cette profession pour devenir magistrats. Puis c'est peut-être pas étonnant de voir des hommes magistrats devenir avocats. Moi, je suis très heureuse d'accueillir Serge dans cette profession, et en même temps, ça m'attriste parce qu'on a peu de Serge Portelli magistrat, je crois. On est là pour en parler un petit peu, et ça m'attriste terriblement qu'il quitte la magistrature. Mais je crois qu'il ne pouvait pas rester juge. Non, il aurait volontiers continuer à juger, malgré plus. ses interrogations tout à fait légitimes sur qui suis-je pour juger l'autre, mais je pense qu'il est contraint. Voilà. Un mot, pardon, sur la manifestation quand même, avant de venir sur vos livres, sur les livres. Sur le mouvement d'aujourd'hui. D'abord, c'est une manifestation qui a été marquée par un immense succès, et on devrait tous s'en réjouir, tous, citoyens, avocats bien sûr, un tiers de la profession. Alors, j'exagère un peu, hein, c'est du bon dol, je fais un peu le battleur, mais je crois qu'on a été à peu près 20 000 dans les rues de Paris, selon la police. C'était presque un tiers de la profession, et on va considérer qu'on était tous avocats, il n'y a jamais eu de mobilisation équivalente. Donc, ça veut dire qu'il y avait une vraie raison, c'est pas de l'esthétique. Et à l'intérieur de cet engagement, il y a la volonté de maintenir l'indépendance de notre profession. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Parce que cette caisse, qui n'est pas une prébende, qui n'est pas un espace de privilège particulier, est le fruit d'un travail collectif. Je faisais la plaisanterie quand on parlait de cet espace qui est le nôtre, qui nous appartient à tous. Cette caisse est gérée de manière indépendante, parce que c'est un corollaire de l'indépendance des avocats. Et on leur a confié cette indépendance. Et c'est un travail fourni sur 6 ou 7 décennies qui a permis à cette caisse d'être solide. Et nous contribuons, ne l'oublions pas, sur un plan strictement financier. Nous contribuons à hauteur à peu près de 100 millions d'euros chaque année à la grande solidarité, aux autres caisses, sans parler de ce qui n'est pas chiffrable en tant que tel, mais qui pourrait l'être, c'est-à-dire la contribution quotidienne de l'avocat au service public de la justice, à travers les comparutions immédiates, à travers les consultations gratuites. Donc la solidarité chez les avocats, elle s'exprime sur le plan financier, bien sûr, mais elle s'exprime évidemment sur notre engagement quotidien, sur les libertés publiques, dans d'autres manifestations. Ce n'est pas la première manifestation d'avocats. On ne l'a pas seulement fait pour des caisses, on l'a fait aussi pour des libertés, pour des droits. Et là, on s'est battu aussi pour un espace qui est notre patrimoine collectif, qu'on partage, mais qui est également un corollaire de notre indépendance. Donc ça fait un peu argumentaire. Ce n'est pas un argumentaire, cette caisse, il est important qu'on puisse la conserver parce que c'est notre indépendance. Parce que quand on gère notre retraite, notre avenir, eh bien ça nous permet d'être indépendants par rapport aux pressions que pourraient aimablement exercer les pouvoirs publics à la faveur de telle ou telle réforme. Donc on s'est battu aussi pour ça et on a eu raison de le faire. Moi je suis très heureux de faire partie d'une profession qui a pu se mobiliser ainsi aujourd'hui. Et j'espère qu'au moment où ces images seront diffusées, le projet de loi sera un mauvais et lointain souffle. Mais je rêve un peu. Serge Portelli, vous aurez la parole tout à l'heure, mes amis. Donc ne manifestez pas maintenant, c'était tout à l'heure et un peu plus tard. Oui, moi je suis ravi d'entendre le mot indépendance dans la bouche d'un avocat. Moi c'est un mot que j'utilise tellement qu'il doit finir par s'user, parce que dans tous les débats il est là. Je n'ai pas toujours l'impression de convaincre tout le monde, y compris c'est-à-dire mes confrères, mes collègues, mais
ce qui me fait plaisir dans la profession d'avocat, c'est le serment. Quand on compare le serment des avocats et le serment des magistrats, j'ai un peu honte, quoi. Parce que c'est pour ça que je serais très content de prêter ce serment dans 10 jours, c'est très important pour moi. Parce que le serment des magistrats, on jure, de remplir bien et fidèlement ses fonctions. C'est piètre, c'est petit, c'est mesquin. Alors que quand vous regardez le serment flamboyant des avocats à côté, c'est magnifique. On parle d'humanité, on parle d'indépendance. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi le serment des magistrats ne comportait pas, mais en premier, ce mot-là, quoi. C'est une évidence. Donc c'est vrai que le problème des retraites peut paraître à la population un débat un peu mesquin, un peu financier, et puis on se dit, bah, tous les avocats, de toute façon, ils sont riches. Voilà, donc c'est vrai que ça traîne un peu partout, cette idée-là. Mais moi qui fréquente autant, même plus, les avocats que les magistrats depuis près de 50 ans, je sais qu'il y a des avocats pauvres, très pauvres, qui vraiment, comme leurs clients, regardent les fins de mois avec beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils sont la majorité, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte aussi, il faut le dire. Hein, c'est une profession qui est très difficile, donc certains n'y arrivent pas. Et c'est vrai que la retraite, les caisses de retraite, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la vie d'un métier. Et j'ai l'impression qu'en fait, le gouvernement actuellement est un peu prisonnier de cette image qui traîne un peu partout. Ben, ce sont des riches, donc il faut qu'on ait l'impression qu'on va faire quelque chose d'universel, mais on va quand même taper sur les riches parce que ça fera bien. Ben non, je crois qu'il s'est trompé de bataille, il s'est trompé de combat. En fait, les avocats ont une caisse qu'ils ont su préserver, et c'est effectivement le garant de leur indépendance. C'est pour ça que j'étais à côté de vous tout à l'heure, pas simplement par anticipation, mais parce que c'était un vrai combat que je partage en tant que citoyen. Bon, j'ai pas vu beaucoup de magistrats dans le manif, mais c'est pas grave. Au moins. Voilà. Le point d'actualité important étant fait, je vous propose qu'on analyse un peu plus avant cette justice, cette avocature, parce que ce livre donc, de citations qui seront comme tel à la fin, fait quand même, je ne sais pas, 300 pages, et permet sous la forme d'une sorte d'abécédaire, parce que c'est classé par grand thème, finalement d'avoir un tableau de la justice par ceux qui la pratiquent, puisque ce sont les paroles des justiciables, je ne crois pas, mais des avocats, des commentateurs de la préjudiciaire, des magistrats. Il y a du meilleur au pire. J'essaie d'éviter des noms pour dire le pire. Mais il y a de Maurice Garçon dans le meilleur, à Henri Leclerc dans le meilleur, à Albert No dans le meilleur, à Paul Lombard aussi. Voilà. À François Molins. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille offrir un livre à François Molins, ou la parole à François Molins, mais tout va bien. Nous sommes démocratiques et pluriels. Pourquoi avoir préfacé ce livre, Camille Aéry, en dehors de te mêler de tout ce qui touche la profession en général? Parce que le thème que j'ai abordé dans ma très humble préface, c'est celle de la dimension éphémère. Et presque gazeuse d'une partie de ce que nous faisons. C'est la seule profession qui construit une vérité judiciaire, qui construit des équilibres, qui rétablit des équilibres avec la parole, et sans parfois qu'il en reste de traces. Il reste très peu de traces des immenses plaidoiries des avocats célèbres ou anonymes qui ont sauvé des vies, qui ont permis à des équilibres de se maintenir ou d'être rétablis. Il y a une dimension il y a une création autour de l'enceinte judiciaire et de la parole judiciaire que je trouve absolument extraordinaire. Et dans cette espèce d'époque où, sous la pression politique, budgétaire, il y a une forme d'impatience, d'écrasement du temps et de l'espace judiciaire, où on essaie progressivement de nous expulser des enceintes judiciaires, en nous rendant leur accès de plus en plus compliqué, en rendant l'audience de plus en plus courte, en limitant le temps de parole. On est en train progressivement
de faire disparaître une dimension absolument essentielle de cette profession et des droits qui en découlent. Hein. C'est pas la simple esthétique de s'écouter plaider, c'est ce que la parole véhicule. Et je trouve qu'un livre qui rassemble de manière plus ou moins ordonnée, mais peu importe, dans une sorte d'abécédaire, des paroles qui témoignent de ce qu'est la justice, c'est quelque chose qui est salutaire, c'est utile. D'abord, c'est très agréable à lire. Et donc, c'est ça qui m'a plu, Emmanuel, si tu me poses la question. C'est sans doute la question. Voilà, c'est ça, c'est que c'est une tentative de maintenir une mémoire collective de notre profession à travers la parole. Ce ne sont pas des extraits forcément de bréviaires, mais ce sont des propos qui ont été égrenés ça et là dans la presse, dans des interviews aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à les concentrer, à permettre à chacun d'entre nous de les maintenir. Voilà, je suis très attentif à la langue, à la parole, et je trouve qu'on est en train de les perdre l'une et l'autre progressivement. Donc toute tentative de les maintenir, notamment dans notre famille juridique et judiciaire, qui en est un peu la garante, je suis heureux d'y participer. C'est un livre très bien fait. Il y a des citations de Camille Aéry, de Laure Heinisch, de Serge Portelli, d'Emmanuel Pirat. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher. Voilà. Je ne sais pas ce que font les autres, hein, d'ailleurs. Mais, non, plus sérieusement, alors, ardeur d'être un peu en tandem depuis quelques années avec Camille, mais d'avoir ta propre indépendance. Pas résister. Voilà. Oui, mais je vais remonter sur l'indépendance d'ailleurs, parce que Serge Portelli disait qu'il était fier d'aller prêter ce serment, qui a quand même été gagné de haute lutte. C'est pas un serment qui date de centaines d'années, c'est un serment qui a été très évolutif, et notamment sur l'indépendance. Et je crois ne pas me tromper si ce terme a été ajouté dans les années 70, enfin vraiment très 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 récemment. Et qui a évolué notamment grâce à notre consoeur Gisèle Halimi, comme quoi les femmes, dont on peut faire un reproche même quand on a participé à préfacer ce livre, c'est que d'ailleurs dans les noms que tu viens de citer, Emmanuel, bon, il y a le mien, j'en suis très fière, mais il manque quand même pas mal de femmes, alors que la profession se féminise vraiment. Et le livre aurait gagné, mais je pense que si ce livre paraît de nouveau dans une petite dizaine d'années, majoritairement les femmes seront présentes. Au-delà des mots dont Camille a parlé, de ce côté qui s'envole, comme on dit traditionnellement, alors qu'il reste dans un livre, moi c'est la rencontre entre les avocats et les magistrats, le fait que, si aujourd'hui d'ailleurs on fait une rencontre, même si Serge est là pour avoir écrit son propre livre, il n'en demeure pas moins que c'est le thème de ce livre-là, les meilleures citations d'avocats et de magistrats, qui est préfacé et par des avocats et par des magistrats, à un moment où, Camille vient de vous le dire, on a du mal à se rencontrer physiquement parce qu'il y a une architecture du palais de justice qui est construite dans l'air du temps et qui fait qu'il y a des barrières qui se tissent entre nous. Et moi, j'ai le sentiment aussi que c'est par une volonté des magistrats. Alors, je le dis peut-être de mon côté d'avocat, mais il y a eu certains rapports où on lit que les magistrats se sentent agressés par le comportement d'avocats dont nous n'avons pas vraiment été témoins pourtant. Et on a le sentiment que ces barrières se dressent, peut-être pas à la demande des magistrats, mais qu'en tout cas, ils ne s'y opposent pas. Et lorsque je lis ces préfaces, j'ai été très agréablement surprise de lire sous la plume de magistrats, de présidents du siège ou du côté du parquet, disant qu'il fallait justement qu'on se rassemble et qu'on ne voit pas cette audience comme un combat. Or, de plus en plus, en réalité, plutôt que de venir trouver une solution tous ensemble et de regretter de ne pas pouvoir concevoir l'audience comme s'asseoir autour d'une table et puis se demander comment on va régler ce problème pour le bien de la société globale, parce que finalement, quand les avocats interviennent, c'est aussi en tant que citoyens et pour que la société s'en sorte vers le haut, que ces magistrats ont ces pensées qu'on trouve par écrit et qu'on trouve finalement rarement à l'audience. Alors je crois que c'est extrêmement important qu'il y ait des ouvrages comme ceux-là qui fassent avancer sur le terrain de la réconciliation possible. Bon, c'est très bien plaidé. C'est toujours agréable de vous avoir, mais comme je sais que Serge Portelli est aussi éloquent que les avocats déjà rompus que vous êtes, je vais quand même donner la parole aux Bleus.
qui quand même a, par ailleurs, dans ce livre, pour moi, étant donné sa situation en transhumance aujourd'hui, c'est une sorte de testament de magistrat, de la magistrature, non en disant qui suis-je et en quittant. Qui suis-je pour juger l'autre? Écrire mon testament. Bon, ça commence bien. Ah tiens, on propose d'écrire plein de fois dans sa vie. Hein. Vous pouvez faire le Johnny Hallyday du barreau et de l'avocature et de la magistrature en changeant de testament régulièrement. Donc, non, mais j'ai écrit ce bouquin il y a plus d'1 an. Donc, je n'avais pas encore définitivement assis ma décision de devenir avocat, même si, en fait, j'ai l'impression d'avoir été toujours un peu avocat, quoi. Enfin, ceux qui me connaissent le contrediront ou le confirmeront, j'en sais rien, mais le nombre de fois où j'ai eu envie de quitter le comptoir, de sauter par-dessus la barre et de dire de l'autre côté « bon, voilà ce qu'il faut dire », je vous assure que c'était très, très, très fréquent. Donc, oui, non, c'est pas un livre testament, voire posthume, c'est simplement un peu le fruit du hasard, puisque enfin, on connaît tous les deux l'éditrice, voilà. Un jour, une éditrice que je connaissais pas encore et que je me réjouis d'avoir connue, qui s'appelle Valérie Millet, il y avait aussi Martine Laval, ces deux complices, ils sont venus me voir en me disant, ben voilà, on fait une collection qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Alors elle commence avec des arguments décisifs en disant ça a commencé par Jack London, voilà, on peut aller. Donc j'ai un peu plus découvert Jack London, qui était un affreux méchant délinquant, enfin bon, je le dis en passant, ce qui m'a un petit peu incité à rentrer dans la barque, à monter, et puis ensuite ils m'ont dit qu'il y avait déjà une dizaine d'auteurs qui avaient écrit là-dedans. Il y avait même un prix Goncourt. Enfin, bon, je me suis dit, là, ça m'a plutôt envie de donner envie de fuir, quoi. Mais bon, je me suis dit, après tout, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que c'était fou. Enfin, vraiment, si on vous pose à tous la question, qu'est-ce que la vie signifie pour vous, vous allez passer une sale soirée, voire une très mauvaise nuit. Moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé quand j'ai fini par décider de me lancer là-dedans parce que c'était fou. Voilà, comme pas mal d'autres choses que j'ai entrepris dans ma vie. Parce qu'une fois qu'on se lance là-dedans, il n'y a pas de solution, quoi. Enfin, la vie, est-ce qu'elle a un sens? Est-ce que la mienne a un sens? Qui peut le dire? Tout ça n'avait pas de sens. Voilà. Il y a un très bon remerciement, il y a plusieurs remerciements à Martine Laval, à Valérie Millet, mais il y a à la fin, merci à tous ceux que j'ai jugés pour tout ce qu'ils m'ont appris. Voilà, je ne veux pas faire de tort aux autres, mais c'est surtout celle-là qui est importante. C'est qu'effectivement, moi j'ai appris tout à l'audience et dans mon cabinet quand j'étais juge d'instruction. Voilà. Enfin, quand j'étais petit, j'ai dépensé des sommes folles pour acheter des bouquins. J'étais tout jeune, je m'étais abonné à Dalloz, au JCP, j'achetais des bouquins, je me suis ruiné avec tout mon argent de poche pour acheter ça. Donc, je m'étais dit en arrivant, ça va être génial, je connais tout. Voilà. J'arrive à l'audience, je rentre, ça va être impeccable. Et encore quand on est dans son cabinet, juge d'instruction, j'ai commencé comme ça, c'est pas trop impressionnant. Parce qu'en plus, souvent, il y a les policiers qui sont là, donc ça nous protège quand même. Mais il n'y a pas la robe, ce qui est un peu embêtant. Donc, la première fois que j'étais à l'audience, j'avais ma robe, évidemment. J'étais sur le comptoir, je dominais. Mais je tremblais, vraiment comme une feuille. J'avais peur. J'avais peur parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais le texte du serment des témoins, ça je savais très bien, je connaissais l'ordre des choses, je connaissais tout un tas de règles du code de procédure pénale, mais j'avais en face de moi tout un tas de gens, et on ne m'avait jamais appris comment s'adresser à l'autre. Parce que là, en face de moi, j'avais ce qu'on appelle chez nous gentiment le justiciable, mais c'était tout simplement des êtres que je ne connaissais pas.
Et en fait, je pense qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui en face de nous est là. Et surtout pas l'école de la magistrature, quelles que soient les qualités des directeurs d'école de la magistrature qui peuplent votre livre. Mais il m'a fallu un demi-siècle pour commencer à tenter de comprendre un peu qui j'avais en face de moi et surtout comment leur parler et comment les écouter. Mais c'est vraiment ça, hein, je veux dire, je dis pas ça pour faire de la littérature, hein, c'était vraiment, c'était ma vie. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps et je dois dire que j'ai changé, j'ai vraiment changé grâce à ça. Dans le bouquin, je parle de la désistance, qui est une notion un peu nouvelle. Ça veut dire simplement que les délinquants ne sont pas délinquants toute leur vie. Bon, voilà. C'est pas mal pour les avocats. J'ai souvent soufflé le mot à des futurs confrères ou consoeurs en leur disant plaidez ça, c'est scientifique. Hein. C'est pas vu à la télé, mais ça vient des États-Unis, donc c'est quand même c'est un label extraordinaire. Voilà. Mais en fait, c'est surtout moi qui suis l'acteur, oui, de cette désistance. J'ai énormément changé. Énormément changé. Parce que quand je suis arrivé dans ce métier, il n'y avait pas de cours vraiment de déontologie, quoi. Enfin, on ne savait pas comment être, comment se présenter, comment parler, comment écouter. Tout ça, c'était... il paraît que c'était vendu avec la robe. Voilà. Mais en fait, non, il n'y avait rien, quoi. Donc je l'ai appris au fur et à mesure, de cette façon-là. Et au début, j'étais un juge assez raide. Je me souviens très bien. Enfin, je donne quelques exemples, ou pas trop, enfin, dans le livre. Un jour, j'ai une de vos consoeurs, mais c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Elle me dit « Ah, dis donc, toi, quand tu as commencé, t'étais un vrai connard. » Ben, elle avait raison. C'est ça qui est le pire. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas. Donc on se réfugie, non pas derrière sa robe, parce que moi j'étais juge d'instruction et j'en avais pas, mais on se réfugie dans une voix grave, dans des éclats de voix de temps en temps, parfois je tapais du poing sur la table. Et puis au bout d'un moment, on finit par s'apercevoir, avec l'aide de quelques amis, des avocats, des psychologues, des psychiatres, des gens de bonne volonté, que le type qui est en face de nous, c'est nous. Voilà. Ben, je vous assure que, non pas pour le dire, parce que ça on peut le dire, n'importe qui peut le dire, quoi. Mais pour le vivre, c'est vraiment complètement autre chose. Parce que ça suppose une révolution intérieure. Voilà. Et c'est finalement ce que j'ai tenté d'expliquer dans le livre. Voilà. Comment j'ai fait ma propre désistance, comment j'ai vraiment changé, comme quoi je suis devenu un peu moins connard, un peu quand même, hein, mais il ne faut pas exagérer, mais j'ai essayé d'atténuer les choses, et d'aimer passionnément les gens que j'avais en face de moi. Voilà, ça ça peut paraître un peu bébête, un peu kitsch, mais c'est vraiment ça, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est pour ça que quand je deviendrai avocat dans 10 jours, je pourrais presque dire que je ne changerai pas de métier, mais c'est pas loin. Parce que quand on est juge, enfin, à ma façon, ouais, juger, c'est essayer de comprendre désespérément l'autre. Alors on n'y arrive jamais, parce qu'on n'a pas le temps, et puis qu'on n'a pas les moyens. Mais quand même, faut tenter, il faut essayer, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on peut. Voilà. Mais il y a, quand on est juge, ce devoir d'impartialité. Voilà. Parce que c'est très embêtant quand on est juge. Parce qu'on a, au pénal en tout cas, on a la victime et l'auteur. Enfin, l'auteur présumé. Voilà. Donc il faut tenter désespérément de comprendre l'un et de comprendre l'autre. Et dans le langage qu'on tient, dans les mots qu'on dit, dans le visage qu'on a, dans notre attitude, dans tout ce qu'on a, il ne faut pas donner à penser qu'on est plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais quand on est avocat,
C'est fini. C'est pour ça que j'ai hâte que ce soit d'ailleurs une victime ou un présumé auteur. Je m'en fiche complètement. Voilà. Mais là, on peut enfin, je pourrais enfin, dire m'éclater, non, j'ai plus 20 ans, mais aller jusqu'au bout de cette compréhension, de cette, j'allais dire presque de cette communion qui existe entre un avocat et son client. Voilà. Puis je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'être un peu long. C'était très bien et aussi beau que ce que vous écrivez sur la fatalité, la récidive, la dignité, l'horreur et la façon de tenir le cap, voilà, d'être sur la ligne de crête avec tout ça. Vous avez le droit de parler et d'intervenir. Voilà. Donc, je ne trouvais pas que ça serait formidable si tous les magistrats avaient ce discours et venaient. Alors il ne faut pas qu'ils quittent tous pour venir au barreau parce qu'on n'aura personne en face, mais c'est plutôt non pas réjouissant mais réconfortant. Alors, non mais moi j'avais des regrets, il m'en donne encore plus. On a, moi, ce que j'appelle une plus-value par rapport aux magistrats, parce que je ne crois pas qu'on soit dans une communion avec celui que nous défendons, parce qu'il reste la distance de qui on est. Et justement, c'est cette parole qui est pour lui, mais qui n'est pas la sienne. Et le fait que dès le début, il doit bien comprendre cette distance qui existe, du fait que nous soyons l'avocat et qui permet d'identifier, pour celui que nous défendons, d'identifier la place de chacun, ce qui est toujours assez compliqué, parce qu'on sait bien qu'ils testent sur nous les mensonges potentiels et qu'ils ont du mal à savoir nous situer dans cet arsenal judiciaire. Néanmoins, c'est sûr qu'avec au pénal, les visites en prison, la rencontre de la famille, des amis, la façon d'appréhender les choses, non pas par les qualifications juridiques ou en mode répressif, nous avons beaucoup de choses à transmettre en fait aux magistrats pour qu'ils puissent juger et ne pas manquer de ce que tu disais qui te manquait, et de pouvoir l'apporter aux magistrats. Moi, c'est peut-être mon manque, enfin ma difficulté de le faire, mais disons que c'est là que je suis frustrée, c'est que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que les portes se ferment. Que les magistrats, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, ne sont pas intéressés par ça. Et pour une bonne raison, certainement, c'est que c'est plus difficile de juger quelqu'un. Enfin, c'est un lieu commun, mais je crois que quand on a compris toute cette misère-là, quand on a compris qu'on n'est absolument pas du même monde, parce qu'on a quand même ce sentiment tous les jours de deux mondes qui s'affrontent, et qu'on a ces phrases qu'on entend toujours en comparution immédiate, non mais la présidente qui s'adresse au prévenu en lui disant « Mais écoutez monsieur, c'est quand même bizarre que vous, quand vous descendez à Château-Rouge, on vous propose de la drogue, et puis moi jamais », alors qu'elle descend avec son sac Hermès. Et on se dit, mais là vraiment, on est tellement loin du désir de se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce que quelques instants, que l'avocat essaye, mais que c'est désespéré. Alors, c'est vrai que bon, j'en reviens un peu à ces textes. Tu disais qu'on a un formidable... Vous avez à l'école de la magistrature à la tête un magistrat qui est formidable, et on a l'impression pourtant que ça n'infuse pas encore chez les jeunes, mais j'entends bien que de notre côté aussi, tu as eu envie de sauter de l'autre côté de la barre et d'aller expliquer ce qu'il fallait plaider, et je crois que je te remercie de faire des rencontres quand même entre avocats et magistrats, et qu'on en manque, bien qu'on essaye. On a souvent ici invité des magistrats en fonction ou ayant été en fonction. On a même dans le public des magistrats très fréquentables ou anciens magistrats. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est de confronter c'est de confronter non pas cette expérience, mais cette humanité que nous avons en réalité, et qui empêche parfois certains effectivement de l'exprimer publiquement. Mais ici, on est dans ce sous-sol à couvert. On peut finalement dire beaucoup de choses. C'est un peu un lieu privilégié, un peu hors norme et hors sol, enfin, je veux dire, parce que bon, la vie judiciaire, c'est quand même un combat permanent.
tu disais un mot couvert, qu'il y avait plus que des disputes. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il me semble avoir vu qu'une avocate qui manifestait son mécontentement avait été expulsée manu militari d'une salle d'audience à Paris. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Voilà. C'est quand même un des exemples du combat, enfin, des différences, et voire de l'hostilité qui existe entre la magistrature et l'avocature. Enfin, je veux dire, un des arrêts les plus connus de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'arrêt Moulin, que vous connaissez, qui est quand même intervenu à l'occasion d'une garde à vue d'une avocate, où on disait que cette brave avocate avait été placée en garde à vue en violation des principes élémentaires de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin bon, je pourrais citer à l'infini tous ces exemples-là. Donc oui, ce que j'essaye aussi de dire un peu dans le livre, c'est que c'est un combat qui est permanent, mais qui n'est pas simplement un combat entre les avocats et les juges et le parquet. Je fais bien un distinguo en soulignant 4 fois. Hein. C'est aussi un combat contre le pouvoir politique, le plus souvent. Enfin, cet après-midi, on était à peu près ensemble. Voilà. C'est un combat contre le pouvoir politique, mais il y en a plein d'autres. Et je veux dire, l'avenir est rempli de ces combats qui vont intervenir dans le domaine des libertés, dans le domaine des étrangers, dans tout un tas de domaines. Voilà, tous ces lieux de combat vont surgir à l'avenir. Voilà. Donc, moi, j'ai assez vite compris dans mon métier qu'il fallait se battre. Voilà. Alors, d'abord, se battre contre soi-même. Ça, c'est vraiment le premier des combats. C'est le plus dur. Et là encore, c'est pas pour faire des mots. C'est très, très, très difficile d'avoir sa propre analyse de ce qu'on fait quand on est magistrat, de savoir dans quoi on s'inscrit, de savoir dans quelle histoire on est, et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je rappelle quand même qu'il y a 71 000 détenus en France, qu'on bat les records chaque mois, et que la machine judiciaire, c'est quand même une machine à produire de la prison. Voilà. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Et le combat, ça peut vous paraître paradoxal, mais quand on est juge, c'est aussi un combat contre la prison. Effectivement, je ne suis pas à l'OIP par hasard. J'ai écrit des livres, je me suis battu, et je me suis battu surtout à l'intérieur de mon métier. Voilà. Donc ce combat-là, il est permanent. Et c'est parfois des combats qui peuvent vous emmener assez loin. Enfin, moi, je décris un certain nombre de combats que je menais contre des autorités politiques, parfois au plus haut niveau. Voilà, ça peut arriver d'être confronté à des présidents de la République, futurs présidents de la République, ministres, voilà. Alors oui, il faut parfois sortir de son statut. Il faut parfois aller au-delà de ce que la déontologie autorise. Et il faut parfois se faire mal voir. Il faut parfois choquer beaucoup de gens, y compris surtout ses collègues. Voilà. Donc c'est ce combat-là que j'ai essayé de mener. Je raconte avec un peu d'humour quand même, parce que c'était pas toujours tragique, c'était parfois un peu drôle, comment ces combats ont eu lieu. Mais c'est ces combats que je vais essayer de mener aussi. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes que je vais mener, mais avec plus de liberté quand je serai avocat. Donc pour moi, il n'y a pas de change de place. Enfin, de toute façon, l'enceinte du tribunal est toute petite, donc je vais faire 4-5 mètres et puis voilà, je vais continuer. Camille, une réflexion avant que je donne la parole et que je la fasse circuler autour de nous? Non, mais Serge Portelli disait 4-5 mètres, mais que de symboles dans ces 4-5 mètres, en longueur et en hauteur. Hein. Je pense qu'aucun avocat n'a de plaisir dans la confrontation avec les magistrats. On aimerait que ce soit tellement apaisé. Pour avoir eu la chance d'exercer aussi cette profession dans d'autres pays, dans un autre pays, aux États-Unis, où la filière de formation est la même. Hein. Les magistrats, voilà, les procureurs ont été avocats. Tout le monde sort de la law school et puis ensuite on décide de défendre un intérêt identifié ou un intérêt individu. On rejoint le parquet. Et
Le procureur et l'avocat sont côte à côte, au niveau du sol, face à un président, à un juge qui est arbitre, qui est très exigeant sur l'accusation, très exigeant, et qui ne tolère pas que les deniers publics soient mobilisés pour des procédures qui sont des procédures longues, dispendieuses, infondées. Il y a beaucoup de rendez-vous judiciaires pour arrêter, entre guillemets, les frais, au sens le plus général du terme. Et cette unité de la formation, le fait que tout le monde ait d'exercer à un moment ou à un autre la même profession, donne une capacité de dialogue qui n'est pas exempte parfois de tension, de confrontation, de tentative de conviction, de réfutation, de violence parfois, bien sûr. Mais il y a un respect de la parole qui est extraordinaire. Et à certains égards, et c'est presque un paradoxe assez étrange, c'est aujourd'hui en France, dans la délinquance financière la plus astucieuse, que se reconstitue ce dialogue à la faveur des possibilités qui nous sont aujourd'hui données de rentrer dans des arrangements, dans des transactions financières, notamment la convention judiciaire d'intérêt public. On peut aimer, ne pas aimer, mais elle est un espace de dialogue entre les parquets, les avocats, les juges d'instruction lorsqu'ils sont désignés. Et lorsqu'on a réussi à un peu couper le bois mort, à dépassionner, entre guillemets, certaines dimensions du dossier, le fait de pouvoir rentrer dans une négociation confidentielle, calme, apaisée, avec les procureurs, avec les juges, nous permet parfois de toucher du doigt une forme de loyauté judiciaire. Et ce sont de très jolis moments de nos vies professionnelles. Voilà, moi, donc c'est une manière d'illustrer ce que Serge Portelli vient de dire. Si ça pouvait s'étendre, si cette réconciliation, entre guillemets, ou en tout cas cette qualité de parole et d'écoute pouvait être reconstituée, nous en serions tous heureux. Nous n'avons pas de plaisir dans la violence et dans la confrontation, mais elle est parfois effectivement à la fois un moyen nécessaire ou une réaction compréhensible. Les amis, voilà, la parole circule, c'est la différence avec une salle d'audience dans laquelle seul le prévenu à la fin peut dire éventuellement 2 mots en bafouillant, c'est que vous avez le droit de la saisir. Voilà. Je vous en prie. Oui, je voulais juste intervenir pour poser une petite question à l'ensemble des intervenants. Donc, je suis très impressionné par la sincérité, la vérité de la parole de notre futur confrère, M. Portelli. Il y a une chose qui ressort, c'est ce combat, ce qui se passe dans les prétoires, c'est que le résultat d'une culture politique. Donc, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on a le poids de l'histoire et de la manière dont on vit ensemble. On ne vit pas ensemble de la même manière dans les pays anglo-saxons qu'en France. Aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges et on pousse beaucoup vers la médiation. Donc, quelque part, quelque chose qui n'est pas vraiment issu de la tradition française. Et je voulais savoir quelle va être dans cette situation, la justice, j'ai entendu des mots comme apaisement, comme égalité, comme, j'allais presque entendre fraternité dans le prétoire, par rapport à cette poussée de la médiation que finalement la magistrature a l'air de bien vouloir accepter. Voilà, c'était la question que j'avais. Il y a le mot de fraternité dans le livre de Serge Portelli, mais voilà, je vous laisse répondre. D'ailleurs, Henri Leclerc dit que c'est la définition de l'avocat. C'est l'apport de l'avocat serait la fraternité, selon ce qui est écrit dans ce livre-là. Alors moi, je réponds juste rapidement parce que effectivement, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une histoire de culture, parce que je ne crois pas qu'aux États-Unis la justice fonctionne vraiment. Enfin, il y a un nombre d'erreurs judiciaires, manifestement en raison du plaidé coupable, avec cette pression qui est mise sur celui qui doit accepter 3 ans de prison plutôt que d'en risquer une 15aine. Et on va vers ça aujourd'hui. Moi, je crois que cette disparition annoncée de l'audience est absolument terrible pour nous, et que si on mettait les moyens d'avoir vraiment une justice collaborative, où on pourrait se parler peut-être que les choses aboutiraient favorablement, mais là je crois qu'on tend vraiment à une disparition de l'audience et donc de la parole. Enfin, c'est dans ce sens-là, sans qu'on instaure un lieu de parole par ailleurs. C'est simplement pour aller plus vite. Il ne s'agit que de moyens, faute de moyens, enfin d'une mise en place d'une médiation pour ces raisons-là. Et pour avoir ce qu'ils appellent quand même une réponse pénale, en fait, mais qui n'est plus une réponse par l'audience.
Je ne crois absolument pas à cette vision idyllique des choses, mais alors absolument pas. D'abord parce que ce que vous décrivez sur, effectivement, dans les affaires financières, ce dialogue, ces compromis, cette construction à deux, je sais pas, mais quand je pense aux comparutions immédiates, ben oui, mais le problème c'est que les affaires financières c'est peut-être 1%. Non, je sais. Alors on en parle beaucoup quand c'est volcanique, quand c'est... Voilà. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la petite justice. Et quand je suis avocat, c'est pas pour amener très cher un réseau qui n'existe pas, c'est simplement pour défendre les comparutions immédiates. Et donc les comparutions immédiates, ben, c'est la justice d'abattage. Voilà. Donc là, essayer de faire un compromis, essayer de dialoguer, essayer de discuter, c'est absolument impossible. Et ça sera toujours impossible. Moi j'ai connu les flagrants délits, je suis un peu vieux, regardez le film de Depardieu, regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez repasser le film de Depardieu et encore il ne montait pas l'audience. Voilà, rien n'a changé. La médiation, ben oui, évidemment, la médiation, c'est génial. Alors déjà au civil, j'étais 5 ans président, 6 ans président de chambre au civil, je sais à peu près comment ça se passe. C'est très très difficile de faire entrer dans la tête des juges, des avocats, des justiciables qu'une médiation est possible. Et encore faut-il avoir un corps de médiateurs qui soit formé et compétent. Bon, enfin, je parle que du civil. Mais au pénal, c'est une rigolade. Enfin, ce qu'on appelle la CRPC, enfin, le plaidé coupable à la française, c'est quoi? C'est qu'une façon de plus de gérer de façon économique la justice pénale, en supprimant l'audience, en supprimant la plaidoirie, et en essayant de se rapprocher d'un modèle américain qui n'est pas du tout celui dont vous parliez, parce que le modèle américain, c'est un modèle qui produit à peu près 10 fois plus de prison que le nôtre. Enfin, il faut le dire quand même. Moi, les gens qui, je ne citerai pas de nom, mais parmi les avocats, il y en a beaucoup, qui font l'éloge de la justice américaine, mais au secours, il n'y a pas d'audience dans la justice américaine. Il n'y en a pas. Il y en a une fois sur 100, une fois sur 90. La plupart du temps, c'est quoi? Une discussion de marchand de tapis entre un procureur et puis un avocat pour essayer de faire coller les morceaux. Et finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, mais c'est le système qui produit ça. Et c'est en fait, le système à l'américaine, pour moi, c'est la fin de la plaidoirie. C'est la fin de ce dont vous faisiez l'éloge tout à l'heure, et qui est si important. La parole, le débat contradictoire. Voilà. Moi, c'est ça dont j'ai envie. Mais la justice française ne produit absolument pas ça. Et effectivement, on s'aligne de plus en plus vers un système où l'audience disparaît. Enfin, quand vous regardez l'ensemble de la production judiciaire pénale, vous apercevez que d'année en année, la place de l'audience et de la plaidoirie se réduit comme peau de chagrin. Regardez les chiffres de l'ordonnance pénale, qui est énorme, regardez les chiffres de la CRPC, voilà. C'est tout juste, il n'y a pas très longtemps, on ne nous proposait pas de faire une cour d'assises avec du plaidé coupable. Enfin, rappelez-vous quand même, c'était un débat qu'on a eu, contre lequel on s'est opposé à ce projet-là. Maintenant, on supprime la cour d'assises en même temps. Oui, oui, on a connu pire, mais voilà. Donc, on peut rêver, mais j'aime bien les rêves. Je préfère la réalité, et elle est terrible. Voilà, il y avait une question de notre consoeur, mais qui visiblement s'est perdue dans ses pensées. Si tu veux la poser, vas-y, je t'en prie. Voilà. Oui, à l'issue de tout ce qui s'est dit ce soir, je voulais redire que il y a deux, à mon sens, un problème majeur entre magistrats et avocats aujourd'hui, c'est que les endroits d'où on vient sont maintenant extrêmement différents. C'est-à-dire que dans le recrutement des magistrats, il y a quand même beaucoup un parcours d'excellence scolaire, des écoles type Sciences Po, et puis beaucoup de jeunes gens, jeunes femmes qui arrivent magistrats et qui finalement ne viennent pas comme nous, les avocats, d'horizons qui peuvent être les plus divers. On peut avoir d'anciens ministres, on peut avoir des gens qui ont fait tout à fait
d'autre chose avant d'entrer dans la profession, puisque nous, on a le privilège de ne pas avoir cette fameuse limite d'âge. Et finalement, il me semble, enfin c'est ce que je ressens, j'ai 25 ans de barre maintenant, c'est de la part des magistrats beaucoup d'entre-soi. On habite les mêmes quartiers, et ce n'est pas Château-Rouge. On habite, on va un peu, on se fréquente entre soi, et beaucoup de portes sont fermées. Les Canadiens, par exemple, ont choisi un tout autre chemin. Il me semble que là, si on veut parler d'une bonne justice, enfin, chacun s'accorde à dire que les Canadiens sont souvent très en avance sur nous. Je pense notamment à la défense des enfants. Pour moi, il est impératif maintenant que, les universités soient diverses et les mêmes, qu'on puisse devenir magistrat sans avoir fait Sciences Po, qu'on puisse, et que le tronc commun commence par, comme au Canada, on est 10 ans avocat avant de pouvoir aspirer à cette haute fonction qui est celle de juger l'autre. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur on m'a pas donné les clés, on m'a dit avec la retraite, le packaging. Bien sûr que nous aussi, les avocats, on tâtonne, on commence, mais souvent on entre dans la profession en n'ayant pas été nécessairement qu'un étudiant en droit. On a souvent été autre chose. Et ça, c'est une réforme qui va s'imposer si on veut garder un idéal de justice. Parce que, je voudrais terminer par là, ce qu'on ne doit pas nous faire perdre de vue, c'est qu'on est tous auxiliaires de justice. Alors, chers amis, comme il s'agit, c'est plus d'une longue observation intelligente que d'une question, je vous propose de prendre une autre question. Je te remercie pour cette intervention. Je termine ma question. Ma question est, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le courage de faire ce système en France? Alors, ils vont y répondre, mais je pense qu'on va prendre une autre question en même temps. Et je demanderai, voilà, Carbon de 16, que je vois au fond. Oui, moi je voudrais rebondir sur cette question et sur cette notion d'entre-soi. Et plus particulièrement dérivée à l'audience France Télécom, il y a eu beaucoup de passes d'armes et d'ironie entre avocats de la partie civile et avocats de la défense privée. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des justiciables en sortant qui prenaient ça pour autant d'agressivité parce que de distance, en y incluant le tribunal, parce que le tribunal ne leur mettait pas de normes sur les petites provocations qui n'étaient pas des incidents de procédure, qui étaient réellement des provocations sur l'attitude, l'obligation, etc. Et je voudrais savoir ce que vous pensez précisément de la façon dont on pourrait améliorer la perception, à travers précisément ces prises de parole, ces mots d'audience, etc., la perception qu'a l'opinion publique, parce que ce n'était pas que les gens civils qui étaient dans la salle, mais c'était des gens concernés, des anciens salariés de France Télécom qui n'étaient pas constitués par civils pour des raisons d'autres. Et par conséquent, une perception qui accroît la distance entre le citoyen et l'œuvre de justice à travers notre entre-soi, avocat et magistrat, conscient ou inconscient. Et qui ouvre aussi la porte à quelque chose de plus large, c'est qu'est-ce que c'est que la sémantique judiciaire et son accès au droit, notamment dans la motivation de la décision. Est-ce que vous pensez que, précisément, la décision peut être comprise du grand public et on reboucle la boucle avec le principe de fraternité, c'est-à-dire que ce n'est pas une fracture croissante? Bien, je vous laisse le choix de répondre aux deux questions et de passer la parole après. Je passerai la parole à Camille et à Laure s'ils le souhaitent. Réduire la facture, on n'y arrivera jamais. C'est pas la peine d'essayer. Ça me fait penser à la fracture sociale, vous savez, des mots qui étaient utilisés pour gagner des voix, voilà, mais qui ne correspondaient à rien du tout, quoi, absolument rien, on s'en est aperçu. On n'y peut rien, je veux dire, on est dans des mondes à part. Alors oui, c'est vrai qu'on tente autant que c'est possible d'aller vers le justiciable, alors non pas de communier, mais effectivement de comprendre, d'expliquer, mais c'est presque impossible et il ne faut pas s'imaginer qu'on y arrivera un jour. Tout ce qu'on peut essayer, c'est de faire l'effort pour. Et ça, c'est déjà pas mal. Moi, je me souviens, pour parler de mon cas, quand j'étais à l'audience correctionnelle, à la fin de chaque jugement, de chaque verdict, je veux dire,
J'ai énoncé la peine ou les dommages-intérêts, puis au bout d'un moment, ça ne m'est pas venu tout de suite. Après, je demandais au prévenu, vous pourriez pas me dire de répéter ce que je viens de dire? Et alors là, généralement, il ouvrait des grands yeux. Il essayait de faire un petit effort de mémoire, et puis, à peu près dans les 3/4 des cas, il n'avait pas compris. Donc je reprenais mon bâton de pèlerin, je leur expliquais en me disant, pourtant j'essaye de gommer tous les mots, toute la sémantique, enfin tout ça, tout notre vocabulaire à nous, enfin, celui dans lequel on patauge et on se réjouit. Là. Non, en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin, je veux dire, il y a des mots, garde des sceaux. N'utilisez jamais ce mot-là, enfin, dites ministre de la Justice, et même là, je ne sais pas si vous y arriverez. Enfin, voilà. Juge, procureur. Il n'y a pas très longtemps, j'étais invité à une émission sur l'affaire Mélenchon, et donc je relisais les discours de Mélenchon sur la justice, enfin, voilà, ses protestations. Et puis d'un coup, je vois Mélenchon dire ah, quand même, ce juge du parquet. Voilà. Je veux dire, on en est là. Je veux dire, la culture judiciaire n'existe que parmi nous. Voilà. Là, on arrive à se comprendre à peu près. Mais dès que vous sortez dans la rue, c'est absolument terminé. Et quand vous allez dans une salle d'audience, c'est absolument pareil. Donc oui, c'est vrai qu'il y a de l'entre-soi. Il y a l'entre-soi entre les magistrats, enfin ceux du parquet, ceux du siège, parfois un peu les deux, et de la population. Puis il y a aussi entre les avocats, mais vous êtes 70 000. C'est vrai que vous êtes un peu entre vous, mais pas trop quand même. Il y a des clans, il y a des sectes, il y a des écoles, il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a des inimitiés terribles. Vous avez à peu près le même vocabulaire, mais pas toujours. Donc voilà, vous croyez qu'un jour ça va disparaître? Non. Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est que dans les écoles qui existent, alors l'école de la magistrature va disparaître, hein, je vous rappelle. C'est une très haute autorité qui l'a dit. Mais bon, mais il ne tient pas toujours ses promesses. Donc, dans ces cercles-là, qui sont des cercles de formation, je pense que la première parole, c'est une parole d'humilité, quoi. Dire, les gens qui sont en face de vous ne vous comprennent pas. Mais vraiment, vraiment. Il faut en avoir vraiment conscience. Ils ne vous comprennent pas. Donc, votre effort à vous, de magistrat, d'avocat, d'auxiliaire de justice, enfin, il y en a plein, c'est simplement de trouver les mots pour essayer de vous faire comprendre. Une fois que vous avez ça, une fois que vous l'avez fait, vous avez gagné, vous avez fait une bonne partie du chemin. Après, c'est encore plus compliqué, mais bon, si déjà on a ça, si on arrive de sortir de cet entre-soi, qui est plus large que ce que vous dites, je pense qu'on a déjà gagné. Complètement, pas de complément. Alors, une dernière question, et puis après je vais clore cette partie de l'entretien qui peut se prolonger évidemment en achetant les livres de nos amis, et en leur faisant signer et en leur mangeant encore un petit bout de la soirée. Ah, voilà, une dernière question. Je vous en prie. Pour ce qui concerne vraiment le dialogue avec les avocats et les magistrats dans l'audience, souvent en fait, ce qui va être dit en caricaturant, c'est un peu un avocat qui va dire qu'il parle et qu'on ne l'écoute pas, le magistrat ne l'écoute pas, et le magistrat en fait il va dire que l'avocat ne dit rien qui l'intéresse parce qu'il n'a pas réponse à ces questions. Et j'ai remarqué à chaque fois que dans une audience, alors c'est souvent pas le cas en pénal, mais en civil, en affaires administratives, dans tout tas de choses, il peut arriver que le magistrat prenne la parole et oriente, pose des questions. Alors c'est un problème qui est de donner ce que le magistrat pense, mais en même temps ça permet de centrer le débat et de centrer la plaidoirie et le discours de l'avocat sur les choses qui sont, le magistrat considère comme pertinentes dans le dossier. Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose, peut-être que les magistrats ne parlent pas assez en audience? Est-ce qu'ils peuvent? En tout cas, moi je me souviens quand j'étais jeune avocate et avec de nombreux autres jeunes avocats, nous avions pris un petit déjeuner avec toi, Serge. C'était le début de notre amitié, et tu m'avais dit, tu nous avais dit à tous cette phrase que je n'ai jamais oubliée, qui est, en fait, les avocats répondent toujours aux réquisitions du procureur, alors que nous, on s'en fiche, nous, magistrats du siège, en fait, le procureur a sa position, et qui n'est pas nécessairement la nôtre,
Et l'avocat, qui est l'avocat de la défense, s'enferme à répondre simplement à ce qui a été dit, plutôt que d'élargir, et je crois que ça c'est le meilleur conseil, alors là c'est une autre avocate, c'est Françoise Cotta qui m'avait donné celui-là, qui était de dire, mais va dire ce que tu en penses et prends de la hauteur sur le débat, et donc effectivement ne pas s'enfermer au ras des pâquerettes comme c'est parfois le cas, ni de rester sur les faits. Pas de mots conclusifs, parfait. Et alors un dernier mot, alors je vais prendre la parole est aux femmes, aux consoeurs. Juste parce qu'on a beaucoup parlé de ces écoles-là, et moi quand j'ai entendu Serge dire, mais en fait à l'école, alors on voit que les magistrats, on trouve souvent d'ailleurs que les magistrats sont plus pointus que les avocats, on envie un peu votre école d'être aussi pointu en droit, et en même temps de se dire, mais qu'on ne vous apprend pas à vous mettre justement à cette empathie-là, que pourtant les magistrats reprochent tellement à ceux qui sont dans les box de manquer d'empathie. Et j'ai pensé aux médecins en fait, qui ne touchent pas des corps avant la 3e ou la 4e année de médecine, et de se dire, mais en fait c'est vraiment un problème sociétal et qui touche toute forme d'école, et c'est la façon dont on a d'envisager de manière tout à fait professionnelle et théorique nos métiers qui sont tout sauf théoriques dans la réalité. C'est une conclusion parfaite, Laure, et je te remercie de nous avoir accordé ces derniers mots, en quelque sorte, qui ne sont pas les derniers qu'on entend dans ta bouche, mais pour ce soir. Mes amis, je voudrais vous remercier tous les trois que vous êtes prêtés au jeu de cette audition contradictoire. Serge Portelli, et on est très content, vraiment très content de vous accueillir au barreau. Je ne sais pas lequel, mais on espère que c'est Paris quand même, voilà, pour moi en tout cas. Camille Aéry, évidemment, merci aussi d'être prêté au jeu et d'avoir en modeste préfacier largement dépassé les 2-3 pages qui sont accordées dans le livre, et Laure également, à Niche, d'avoir contribué également à l'enrichissement de cette soirée. Je rappelle quand même les titres de vos livres. Serge Portelli, Qui suis-je pour juger l'autre? Dans quelques instants, il sera là-bas pour au minimum signer à l'autre. Aux éditions du Sonneur, et puis les paroles de palais de justice, les meilleures citations d'avocats et de magistrats, mais oubliez le sous-titre, c'est bien plus intéressant, signé par Sébastien Bissardon, chez Henrique ou Henrique Édition. Voilà, c'est deux ouvrages, on recommande toujours ici, on n'invite pas de mauvais ouvrages, c'est plus simple, c'est comme les critiques qui choisissent de ne pas faire de mauvaises critiques sur les mauvais livres et qui préfèrent les ignorer, donc je peux vous inviter à les acheter et à les lire. Un dernier mot pour remercier les Nôtres de Paris, nos partenaires qui nous permettent ensuite d'être en ligne et de revoir ces auditions sur YouTube. Remercier la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris qui nous aide beaucoup dans les moments où nos limites budgétaires nous empêche éventuellement d'aller aux enchères chercher des pièces pour compléter nos collections. Je remercie les personnalités présentes ici en pleurs d'ordre, tous les confrères et toutes les consoeurs. Il y a quand même d'anciens membres du Conseil de l'ordre qui prennent de leur temps, des salariés de l'ordre des avocats qui prennent de leur temps pour venir ici participer à ces éditions. Et puis enfin, la librairie La Petite Égypte, qui est juste à côté d'ici, qui est notre partenaire. Nous travaillons avec une librairie indépendante. Voilà, tout est dit. Ni avec la FNAC, ni avec Amazon. Il y a également d'excellents futurs candidats, membres du Conseil de l'ordre, qui sont présents ici et qui témoignent de leur engagement pour la profession. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû signaler également mais voilà, ça serait bien la prochaine fois qu'ils prennent la parole, ils peuvent annoncer qu'ils sont candidats. Ça ne nous dérange pas ici, ça porte bonheur d'être venu ici au musée. Généralement, les gens sont élus, donc je vous invite à le manifester. Il y a le formidable Julien Brochot qui est là, un formidable candidat. Parfait. Donc prenez la parole la prochaine fois et indiquez que vous êtes candidat. C'est ça, participer aussi à la vie d'un barreau et d'un ordre que de voter et d'exercer son droit de vote. Voilà. 4 petits derniers points très rapidement. Cette soirée est validée formation continue obligatoire, ce qui est quand même du luxe. Donc je vous invite à signer la feuille de présence et évidemment à vous inscrire pour la prochaine audition. Celle-ci aura lieu le 30 octobre avec le journaliste Jacques Pradel et on va dire un ancien client pour certains qui s'appelle François Besse. Voilà, tous les deux publient des livres intéressants avec des points de vue qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais nous les confronterons. Mais auparavant, ici, le 10 octobre à le 11 octobre, nous inaugurons une exposition consacrée de Dreyfus à Zola, consacrée à l'ensemble de l'affaire.
avec des archives absolument extraordinaires que nous possédons, pour beaucoup que nous n'avons pas montré. Un album photographique de Nadar exceptionnel avec tous les protagonistes de l'affaire, des plaidoiries, vous connaissez les notes de plaidoirie que nous avons ici de Laborie pour Zola au procès de J'accuse, dans les archives du bâtonnier de Manche, qui avait été également l'avocat d'Alfred Dreyfus pendant les 16 ans de procédure. Nous avons aussi depuis quelque temps des lettres du capitaine Dreyfus qui remercie les magistrats de la révision. Pas les premières, alors. Non, pas les premières, à la fin, la révision du procès. Voilà. Ils sont chargés de la révision des ensembles, c'est très important et totalement inédit de correspondance de la famille Dreyfus, d'intervention de Reinach, un personnage très important de l'affaire. Et puis on a aussi de la jolie vaisselle entre des Fusards ou pro-Dreyfusards, de la jolie vaisselle anti-Zola. Et pro-Zola, donc quelques beaux objets, je vous invite à... Et puis quelques horreurs quand même, qui permettent de rappeler que la bête immonde qu'est la haine et l'antisémitisme sont toujours présents, malheureusement en 2019, dans la France républicaine que nous aimons pourtant si fort. Voilà. Dernier point, et après j'arrête mon bavardage. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans cet établissement, en sortant après avoir fait signer les livres, parler à nos amis, les avoir félicités, vous montez au rez-de-chaussée, puis après vous prenez l'escalier pour aller jusqu'au premier étage, vous vous arrêtez sur le palier, vous admirez la merveille de perspective qu'est l'architecture de cet escalier que nous possédons, qui a valu à ce bâtiment d'être classé. S'il est en pierre et en bois, il a été conçu au XVIIe siècle et il est unique. Des Japonais qui traversent la planète viennent ici, je leur dis il y a un musée de la justice, ils me disent on s'en fout, on veut juste voir l'escalier. Donc je vous invite également en bon japonais ou nippophile à monter sur cet escalier pour pouvoir en admirer avant que nous ne le quittions peut-être dans un temps relativement rapproché. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes lectures.